bienvenue à ce webinaire consacré à la transition écologique des acteurs du numérique et de la photonique. Je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème d'Actantis. Actantis, c'est le pôle de compétitivité numérique et photonique Deep Tech de la région Sud et de la région Occitanie. On va parler de trajectoire carbone et on va en particulier parler des entreprises qui sont et ou software, hardware, donc, parce qu'il y a quand même une différence fondamentale quand on parle de calcul carbone et de trajectoire carbone en fonction si on fait du matériel ou que du logiciel. Donc, ce sera le thème de la journée. Quelques mots, pourquoi on fait ça chez Actantis? Vous pouvez vous poser la question. En fait, on a trois grands objectifs. On souhaite donner on souhaite donner les moyens et les clés à nos entreprises qui sont des entreprises d'abord technologiques, de mieux comprendre ce que ça veut dire de s'engager dans une transition écologique. On explique, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait des webinaires, à peu près 5 webinaires par an, où on aborde différents sujets, plus ou moins techno, plus ou moins financiers, plus ou moins liés à la responsabilité sociétale. Tous les sujets sont abordés. Et deuxièmement, c'est pour préparer les entreprises, plutôt les petites, les grands ont plus de moyens, mais les petites, aux exigences actuelles et futures qui sont celles de la société, des collaborateurs, des partenaires, des financeurs, des clients, en tout cas des parties prenantes dans la vie d'une entreprise. Et enfin, comment valoriser les actions et les engagements que des sociétés mènent déjà. Il n'est pas toujours simple de faire savoir ou de bien comprendre si on est dans la bonne ligne de ce qu'on devrait faire ou de comment on devrait le faire. Pour ça, on a des partenaires. Alors, on a différents partenaires qui nous suivent depuis des années, que ce soit des associations ou des entreprises qui proposent des solutions ou des labels, comme Lucie, par exemple, qui est une société qui travaille sur le label numérique responsable. Je profite de l'occasion pour vous parler de dispositifs et en particulier ce dispositif qui est très connu en région Sud, qui est en cours, vous pouvez candidater si vous êtes intéressé, qui s'appelle CEDRE, qui permet d'avoir des moyens mis à disposition par la région Sud qui vont financer des consultants pour permettre d'avancer sur des thématiques. Alors c'est plus largement le sujet RSE, mais bien évidemment qu'il y a également le sujet qui concerne la partie carbone. Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre et on parle de trajectoire, mais nous avons parlé précédemment en juin de frugalité avec des sujets qui sont liés au data center. Donc là, on était plutôt sur l'aspect hardware. On a parlé également en avril de sujets de consommation énergétique. Là, on était plutôt sur la partie logicielle. Comment faire pour la réduire? Ou tout simplement la connaître, c'est pas facile sur la partie logicielle. Et tout au début de l'année, en mars, on a parlé des conceptions hardware et en fin d'année, on parlera plus spécifiquement des dispositifs régionaux, dont celui dont je viens vous parler. L'agenda du jour, c'est qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone? On va commencer par le commencement. On va se focaliser sur les différentes composantes et ensuite on parlera de spécificité, donc plutôt hardware, software, et on explorera les pistes qui permettront d'optimiser plus simplement quand on parle de fabrication. On parlera pour la première fois aussi, et je suis ravie d'accueillir Olivier sur ce sujet, de reconditionnement, de recyclage, de comment on peut faire pour aller jusqu'au bout du sujet et potentiellement pour ceux qui fabriquent du matériel, voir comment on peut finalement travailler sur l'empreinte qu'on a au démarrage quand on fabrique, sur comment on peut la réduire ou la compenser en fin de parcours. Donc aujourd'hui, Frédéric John sera là de Decarbonize qui va nous parler de la première partie, plutôt des composantes, qui se présentera par rapport à ce sujet. Et également, nous abordera plutôt l'aspect logiciel. Et Olivier Espagnac nous parlera donc de EVA, nous parlera plus de l'aspect hardware. Avant de commencer, juste 2 points techniques. Premier point technique, vos micros seront coupés en tant que participants. On pourra les ouvrir si vous levez la main, n'hésitez pas, et si vous posez des questions. Et deuxième sujet, le webinaire sera enregistré. Vous pourrez en avoir un replay si vous le souhaitez, sous 24 à 48 heures.
Donc, j'espère que cette session vous interpellera. En tout cas, profitez-en pour poser vos questions. Nous avons 2 spécialistes. C'est le moment de leur soumettre vos interrogations. Et en toute fin, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que si vous êtes un adhérent d'Actantis et que vous êtes une PME, vous pouvez avoir accès gratuitement à un outil qui permettra de vous aider sur le calcul carbone. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire si vous êtes adhérent du pôle. Sans plus tarder, je passe la main à Frédéric pour qu'il puisse faire la première partie de l'intervention. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un module questions et on sera ravis de les prendre au fil de l'eau. Et bien sûr, comme nous ne sommes pas très nombreux, vous pourrez également lever la main. On pourra vous ouvrir le micro si nécessaire. Frédéric, je te passe le micro et la présentation. Super. Hop, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est le cas? Absolument. Génial, super. Eh bien, merci Stéphanie pour l'introduction. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour partager mon retour d'expérience sur l'empreinte carbone du numérique. Je vous parle aujourd'hui de Dublin, du SaaStock, dont le mot principal tient en 2 lettres. Devinez lequel? IA. Donc, je vais passer les prochaines 48 heures à discuter de ça avec tout un tas d'experts. Et ce sera peut-être justement l'occasion de revenir vers vous avec les quelques conclusions de ce qui s'y dit par rapport à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vraiment beaucoup vous parler de l'IA, ce n'est pas tout à fait le plan. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une introduction sur c'est quoi l'empreinte carbone et comment est-ce que ça peut se mesurer dans le domaine du numérique, donc le software et le hardware. Et je voudrais vous partager aussi une petite étude de cas qu'on a eue récemment, comme ça vous pouvez voir avec des vrais chiffres, avec un vrai cas, qu'est-ce que ça donne en réalité. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'aime toujours bien pouvoir essayer de livrer un contenu qui correspond plutôt à vos questions. Donc, allons-y dans ce sens-là. Alors, tout d'abord, et c'est le seul slide que j'aurai par rapport à nous, j'espère que ça change de votre côté. Parce que je vois toujours que vous êtes toujours sur le premier slide, non? Stéphanie? Pour l'instant, on voit Decarbonize, rendre la décarbonation. Ouais, c'est bon, ça Ah oui, passe. ok, donc ça change. Ok, super. Alors, c'est de mon côté le retour qui n'est pas en ligne. Parfait. Alors, Decarbonize, qui on est? On est une société de développement logiciel. On propose un logiciel pour mesurer l'empreinte carbone des entreprises et réduire leur empreinte carbone. Et autour de ce logiciel, on apporte une expertise pour nos clients, pour les accompagner de la réalisation du premier bilan carbone jusqu'à la mise en place d'une stratégie de décarbonation ambitieuse pour pourquoi pas aller jusqu'à être net zéro dans les prochaines décennies. Et autour de notre équipe de consultants, on a une petite dizaine de consultants experts ESG, on a tout un réseau de partenaires qui sont capables de pouvoir implémenter des solutions énergétiques, mobilité, logistique, d'éco-conception, dans le numérique aussi. Peut-être que certains d'entre vous dans l'audience proposent aussi des solutions qui peuvent être utiles à des entreprises pour réduire leur empreinte carbone dans le numérique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. On est toujours à la recherche, bien évidemment, de partenaires pour offrir les meilleures solutions à nos clients. Notre produit s'appelle le Carbon Cockpit. Donc, il existe en 2 versions. Une version simple pour faire des bilans carbone simples, mais correspondant quand même aux meilleures pratiques de comptabilité carbone. Et un outil plus sophistiqué, designé pour les experts, pour les comptables carbone, pour les consultants carbone. Alors, je ne serai pas plus long sur qui on est. On va attaquer directement le vif du sujet. Mais tout d'abord, c'est quoi un bilan carbone? Alors, un bilan carbone, ça fait 4 ans que j'en fais maintenant. J'ai accompagné plus de 150 entreprises. J'ai fait plus de 300 bilans carbone avec mes équipes. Et ce que je remarque, c'est qu'une entreprise qui s'engage dans une trajectoire de décarbonation, elle passe par un cycle d'émotions, on va dire ça comme ça. Alors, je vous invite à regarder ce cycle et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce cheminement. N'hésitez pas à me le dire dans le chat où est-ce que vous en êtes. Mais bien souvent, il y a 2 étapes fondamentales dans un parcours de décarbonation. On a la première étape qui est le reporting. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas améliorer ce qu'on ne mesure pas.
on ne sait pas réduire ce qu'on ne mesure pas. Vous connaissez ces phrases. Et c'est vrai en comptabilité carbone. Et une fois qu'on a bien acquis cette expertise de reporting, l'idée, c'est de passer ensuite à l'action. Et vous allez voir que ce n'est pas évident. Alors, la première étape, souvent, quand on s'engage dans une étape de décarbonation, en tout cas, c'est souvent le sentiment que j'ai quand je suis avec des prospects qui deviennent des clients. C'est, en gros, on est à une étape de découverte et on est vraiment prêt à sauver le monde. On est tout feu, tout flamme, on est hyper motivé par le projet, on a vraiment envie d'y aller. Souvent, il y a quand même une conviction très profonde qui nourrit la motivation. Et puis, quand on commence à collecter les premières données et à mettre les mains dans le cambouis, dans la matière, et qu'on fait le premier bilan, il y a un choc qui apparaît. Pourquoi? Parce que quand on fait un bilan carbone, et vous allez le voir dans les exemples que je vais donner dans un instant, on collecte des données qui n'ont pas pour habitude d'être collectées. Et pourtant, ce sont des données extrêmement pertinentes d'un point de vue managérial, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue opérationnel. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase, en 2025, où les entreprises doivent ajouter des lignes de reporting dans leur culture de reporting. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire des bilans financiers d'une manière relativement simple parce qu'il y a une culture de reporting qui s'est développée au fil du temps. Par rapport au bilan carbone, ce sera exactement la même chose. Il y aura une culture de collecte de données, d'acquisition de données qui va se faire au fil du temps. Et donc, ce choc va avoir tendance à être réduit. Et je peux vous assurer que dans la réalité, en fait, une fois qu'on se met à collecter les données, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, c'est là où on en arrive. On a fini le premier bilan carbone et on se sent réconforté parce que chez 100% de nos clients, je peux vous assurer qu'ils se sentent extrêmement confiants de faire un deuxième bilan carbone. Le premier, en fait, c'est la peur de l'inconnu. Et cet inconnu, en fait, elle est vite balayée pour pouvoir ensuite aller vers un rythme de croisière de bilan carbone et sentir la satisfaction de ça y est, je maîtrise mon flux de reporting, je sais ce que c'est, je sais comment le faire, j'ai un consultant qui m'accompagne, qui est efficace, ou je me suis formé en interne et je sais le faire, donc on se sent bien. Et c'est là qu'arrive la phase la plus importante. Et je pense que Olivier, dans sa présentation, va justement proposer des solutions extrêmement pertinentes. C'est que, une fois qu'on a bien mesuré l'empreinte carbone, il faut pouvoir définir des objectifs de réduction. Et passer de ces objectifs de réduction et de cette roadmap qui, finalement, pour la plupart des entreprises, c'est des PowerPoint. Passer du PowerPoint ou d'une présentation à la réalité, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Et c'est là où on voit que beaucoup d'entreprises sont coincées aujourd'hui, c'est quelles sont les bonnes solutions qui vont me permettre de générer de la valeur, mais en même temps de réduire mon empreinte carbone. Et c'est là où justement, il y a des solutions très intéressantes qui peuvent être levées. Et c'est là où apparaissent des premiers questionnements, des premières réflexions sur comment faire jusqu'à ce qu'on arrive à j'ai réussi à mettre en place ma trajectoire de décarbonation et je sens que je suis bien parti pour atteindre mes objectifs et donc j'ai de l'impact et je suis satisfait. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce parcours, n'hésitez pas à le partager. En tout cas, nous, c'est notre vision des choses, comment on ressent les choses avec nos clients, mais il y a bien évidemment plusieurs interprétations. Alors, un bilan carbone, c'est quoi? Je vais être assez bref ici parce que je voudrais l'adapter au domaine du software et du hardware. Mais globalement, il faut voir un bilan carbone comme un scan au rayon X de toute votre entreprise, de vos opérations, qui s'étend jusque sur toute votre chaîne de valeur. De la première étape de votre chaîne de valeur jusqu'à la dernière étape de votre chaîne de valeur, un bilan carbone va inclure toutes les émissions qui ont lieu. Alors, rassurez-vous, si vous vendez du matériel informatique, on ne va pas vous demander d'aller chercher l'empreinte carbone du minier qui a été extraire l'aluminium qui est utilisé dans votre matériel informatique. Il y a des moyens de pouvoir modéliser, estimer ça via ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Mais c'est ça, globalement, l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble des émissions sur une chaîne de valeur. Et au sein de ces émissions, vous allez avoir des émissions pour lesquelles vous allez être responsable. C'est globalement ce qu'on appelle le scope 1 et 2 pour les plus initiés. Et puis, les émissions qui sont issues de votre chaîne de valeur pour lesquelles vous êtes dépendant, c'est ce qu'on appelle le scope 3, et ça, c'est tout le reste. Donc, concrètement, ça prend la forme de quoi? C'est l'achat de matières premières. Si vous regardez ici sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, mais sur la gauche, il y a les achats de matières premières. Puis, ces matières premières sont transportées, il y a de l'énergie. Puis, il y a tout un tas de choses qui se passent au sein de l'entreprise. Il y a de la mobilité. On a des immobilisations qui sont nécessaires pour le business. On a des achats, on a des déchets de production.
Ensuite, on a un produit qui est transporté parfois à l'utilisateur final, parfois à des intermédiaires, et donc il y a un système de distribution qui se met en place. Les produits sont utilisés. Par exemple, ici, moi, j'utilise un ordinateur pour faire ce webinaire. Eh bien, dans l'empreinte carbone du fabricant de l'ordinateur, toute l'électricité utilisée par cet ordinateur doit être déclarée l'année où le produit est produit pour pouvoir capturer ça. Et enfin, eh bien, si je reprends l'exemple de mon ordinateur, à un moment donné, il termine sa vie, il va aller en filière de recyclage, mais il y a d'autres filières, il peut y avoir des filières d'incinération, d'enfouissement, ou parfois tout simplement on ne sait pas ce qu'il advient. Et donc, il y a aussi une façon de pouvoir estimer quand on ne sait pas. Mathématiquement, calculer une empreinte carbone, c'est extrêmement simple. Ce sont des quantités multipliées par un ratio de conversion qui va donner un résultat en CO2 équivalent. Alors, je reviendrai sur le mot CO2 équivalent dans 30 secondes, mais d'abord expliquer c'est quoi les données d'activité. On essaye d'utiliser les quantités de ce que vous achetez, de ce que vous manipulez, de ce que vous opérez. Par exemple, ça va être des quantités de matières premières achetées, ça va être des kilomètres parcourus en voiture. Mieux, ce serait d'avoir les litres d'essence utilisés, par exemple, pour faire des déplacements. Ça va être des kilowattheures d'énergie consommée, etc., etc. Et on utilise un petit ratio qui va convertir. Et cette conversion, eh bien, ces ratios se trouvent dans des bases de données officielles. Et je vais vous montrer une super base de données qui est applicable au domaine de l'informatique. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais elle est vraiment top si vous voulez estimer vous-même l'empreinte carbone de certains éléments. Alors, je parlais d'équivalent en CO2. Juste un bref élément pour vous dire qu'un bilan carbone ne mesure pas que le CO2, mais mesure l'ensemble des gaz à effet de serre, donc des gaz qui ont un impact sur le réchauffement climatique, qui sont ensuite ramenés à une unité qu'on connaît tous, qui est le CO2. Et alors, il y a une clé de conversion qui est basiquement basée sur le pouvoir réchauffant du gaz. Donc, c'est-à-dire à quel point ce gaz, pour une quantité émise, eh bien, va avoir un impact sur le changement climatique et combien de temps, combien d'années ce gaz va rester dans l'atmosphère. Eh bien, quand on combine les deux, les scientifiques du GIEC, vous connaissez probablement ce groupe d'experts sur le changement climatique, ont défini des clés de conversion et c'est ça que nous, on utilise pour faire des bilans carbone. Juste un dernier mot pour ceux qui sont peut-être dans l'exercice. Vous avez dû voir Greenhouse Gas Protocol et bilan carbone. Ce sont des façons de faire du reporting carbone. Ce n'est pas toujours très clair dans la tête des gens, mais pour faire très simple, le Greenhouse Gas Protocol, ça va être un format de reporting avec certaines règles de reporting, que le bilan carbone va être plus une méthodologie au sens large qui ne va pas s'arrêter qu'au reporting, mais qui va aussi accompagner les entreprises dans leur cheminement de réduction de CO2, dans leur communication, etc. Et à travers cette façon de faire qu'est le bilan carbone, on peut produire des résultats, des reportings qui sont conformes au Greenhouse Gas Protocol, à l'ISO, au BGS, etc. Voilà, je ne serai pas plus long sur ce point un petit peu théorique. Moi, ce que je voudrais, c'est passer plus à la pratique et vous parler de l'empreinte carbone software et de l'empreinte carbone hardware. Et je vous propose de commencer par l'empreinte carbone software. Et en fait, j'essaie de schématiser le cycle de vie finalement d'un software. Et c'est très simple. Le cycle de vie est très simple. Alors, on pourrait rentrer dans le détail et commencer à mettre des sous-étapes et des sous-sous-étapes. Mais là, ici, l'idée, c'est de prendre un peu de hauteur pour voir qu'est-ce qui rentre dans un cycle de vie d'un software. Et il y a fondamentalement deux grandes parties. Il y a le logiciel en lui-même, il y a la conception du logiciel et il y a l'utilisation du logiciel. Et c'est ce que vous voyez ici dans la ligne bleutée. Il y a un logo qui représente une entreprise qui, elle, fabrique le logiciel. Et je vais vous montrer l'empreinte carbone d'une entreprise qu'on a faite il n'y a pas longtemps et qui est spécialisée dans le développement de logiciels. Ils ne font que ça, ils n'ont que des ingénieurs informatiques. Ils ont bien sûr des vendeurs, du HR, etc. Mais leur business, c'est de vendre des logiciels. Et ensuite, les petits bonhommes sur la droite représentent les utilisateurs qui, eux, eh bien, en utilisant le logiciel, vont avoir besoin de tout un tas d'écosystèmes, d'un ordinateur, d'un écran, d'électricité, de serveurs qui fonctionnent, pour lesquels on fait des appels, etc. Et c'est ce que vous avez en fait dans la ligne du dessus. Vous avez le flux data center. J'ai résumé ça là-dedans. Vous allez en fait avoir la construction des data centers, des serveurs, des cartes graphiques, etc. Et pour ça, eh bien, on a besoin de tout un tas de matériaux et de construction.
En bilan carbone, ce qui prête toujours à discussion, c'est quel est le périmètre que l'on doit considérer. Est-ce que le périmètre de l'empreinte carbone d'un produit se limite au flux bleuté que j'ai souligné? Ça pourrait être le cas. Est-ce qu'il faut inclure les data centers? Certains disent oui, certains disent non. Si on veut faire une analogie, quand vous faites l'empreinte carbone d'une voiture, jusqu'où est-ce que vous allez? Et c'est les discussions qu'il y a aujourd'hui, par exemple, sur les voitures électriques. On connaît bien l'empreinte carbone d'une voiture électrique dans sa fabrication et dans l'énergie nécessaire pour la faire rouler. Mais est-ce que dans son empreinte carbone, il faut aussi inclure une part de l'infrastructure qui est nécessaire pour faire rouler ces voitures? Les routes, l'adaptation électrique pour faire les superchargeurs, etc., etc. Oui, non. Moi, de mon point de vue, tout ce qui est data center, c'est un peu comme si on incluait une partie des routes, de l'empreinte carbone de la fabrication des routes et de l'infrastructure pour faire rouler ces voitures. C'est nécessaire, mais est-ce que ça doit rentrer dans l'empreinte carbone de la voiture? Je pense que c'est une question sur laquelle on peut débattre. Et donc, si vous faites l'empreinte carbone de votre software, eh bien, ce sera à vous de décider jusqu'où vous voulez avoir une vision sur votre périmètre. Alors, je vais vous montrer un petit exemple ici. Donc, je vais vous montrer un bilan carbone d'une société qui fait du développement. Globalement, 80 ETP, à peu près 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la localisation, ça c'est extrêmement importante, située à l'extérieur d'une petite ville, donc un peu en campagne, mais quand même dans une ville. Et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est important. Quand vous voyez ici en dessous, eh bien, ça c'est finalement leur bilan carbone. Il n'y a que quelques dimensions. Il y a les achats, la mobilité, les actifs, donc les immobilisations, la consommation d'énergie. Process, ça va être tout ce qui va être lié à l'utilisation de gaz réfrigérant parce qu'ils avaient des serveurs, donc il faut refroidir tout ça, et les déchets. Et en fait, vous voyez que globalement, la plus grosse partie, c'est lié aux achats. Et quand vous allez gratter derrière les achats, en fait, c'est principalement lié à la rémunération de consultants indépendants et l'achat de services type service marketing ou autres, mais très certainement pas forcément des services liés à des abonnements ou des choses qui font tourner le logiciel. Ensuite, vous voyez la deuxième dimension, c'est la mobilité. Et pourquoi est-ce que j'ai insisté sur la localisation? C'est parce que, en fonction de là où se trouve votre entreprise, vous êtes plus ou moins accessible en transport en commun, à pied, ou plus ou moins accessible en voiture. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de voitures, voitures au diesel, voitures à l'essence, pour le déplacement domicile-travail. Et ça, c'est dans le bilan carbone, c'est le deuxième poste. Puis on a les immobilisations parce que la taille des bureaux. Voilà, si on a beaucoup de mètres carrés par personne, il a fallu construire ces bureaux et donc ça a émis des émissions de CO2 que l'on va amortir dans le temps, etc. Et donc mon point, c'est que si aujourd'hui je devais faire isoler dans tout ce bilan carbone le périmètre strictement lié à l'empreinte carbone liée aux produits qu'il développe, je pense que j'aurais beaucoup de mal parce que on parlerait en pourcentage du bilan carbone à un chiffre, voire même en décimale uniquement. Parce que dans ce cadre-là, en fait, à partir du moment où il y a des déplacements en voiture, à partir du moment où il y a des déplacements professionnels avec un peu d'avion, qu'il y a des organisations d'events, etc., c'est là où sont principalement les émissions d'une entreprise qui fait du développement informatique par opposition à la ligne de code même et ce qu'elle génère. Alors, bien évidemment, tout doit se nuancer. Ce ne sera pas forcément vrai pour toutes les entreprises. Celles qui se lancent dans, si vous êtes OpenAI, je pense que le bilan carbone aurait un autre aspect avec la ligne énergétique nettement supérieure. Donc, il faut prendre les choses avec un peu de recul. Mais globalement, c'est le profil carbone qu'on pourrait s'attendre à une société de développement. Alors, je vais juste prendre une minute pour vous montrer cette super base de données qui se trouve ici dans la base empreinte, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est la base de données Négaoctet. Je vous ai mis le lien, donc n'hésitez pas à cliquer ici et vous allez accéder au lien. Vous allez avoir un PDF ici qui explique globalement comment est-ce que ça a été calculé. Et vous allez avoir ce fichier Excel qui va reprendre tout un tas d'onglets. Mais je vais juste vous expliquer comment est-ce qu'il faut le comprendre. C'est vous allez avoir tout un tas de services numériques ici, de services audiovisuels, donc c'est radio, télévision et d'équipement. Donc ça, c'est du hardware, typiquement. OK, hein, par exemple, ici, ordinateur portable. Et ensuite, vous allez avoir tout un tas de colonnes. Mais globalement, ce qui est important pour vous, c'est
ça, c'est l'hypothèse qui a été prise ici, qui est que cet ordinateur sera amorti sur 5 ans, mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous devez aller voir cette colonne-ci, qui est l'empreinte carbone du produit, ramenée en équivalent CO2. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, typiquement, la lecture qu'il faut en avoir, c'est qu'un ordinateur portable émet 185 kg de CO2 par unité. Pourquoi? Parce que c'est 1,85 exposant 2, donc ça fait 185. Et pas exposant 2, mais c'est la nomenclature scientifique. Hein. Donc ici, en fait, le vrai chiffre, c'est 185 et l'unité, c'est kg de CO2 par unité. Si vous voulez voir, par exemple, au niveau des services, l'envoi d'un mail, vous avez différents types de mails ici. Vous allez tout à droite. La petite colonne que je vous ai montrée ici, c'est la colonne AN. Eh bien, vous voyez qu'envoyer un mail de ce type-là, c'est 0,0171 kg de CO2 par envoi. Voilà, donc ça, c'est une base de données qui est très chouette à utiliser. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez avoir une estimation de l'empreinte carbone de ce que vous faites. Et je terminerai sur l'empreinte carbone produit. Et là, la chaîne de valeur, elle est beaucoup plus compliquée que l'empreinte carbone d'un logiciel parce que pour faire un produit, il faut extraire des matériaux, il faut les transporter. Ces matériaux, c'est quoi? Si on prend l'exemple d'un ordi, il y a un peu de plastique, il y a des processeurs, des puces, des cartes mères, il y a le clavier, il y a du métal, etc. Souvent, ces matériaux sont transportés sur une longue distance. Une fois qu'on a construit, qu'on a créé toutes les différentes pièces, ça va chez un fabricant comme Apple, comme HP, comme Asus, qui sont des OEM, qu'on appelle ça OEM, qui assemblent les différentes pièces. Et donc là aussi, il faut de l'énergie pour l'assemblage, il faut utiliser tout un tas de produits, il faut des salles blanches, etc., qui nécessitent tout un tas d'énergie et de gaz et de produits. L'ordinateur, lui, de nouveau, boum, il est retransporté, et on le sait tous qu'il est transporté sur des longues distances. Comme ce sont des matériaux à très forte valeur ajoutée, souvent c'est transporté par avion, et ça, c'est pas terrible. Ça arrive chez l'utilisateur qui, lui, utilise de l'énergie pour le faire fonctionner. Et puis ensuite, eh bien, c'est de nouveau transporté pour pouvoir être mis en filière de… je pense que les déchets électroniques sont relativement bien recyclés chez nous, donc on peut dire en filière de recyclage. Alors, je voulais vous donner une lecture de c'est quoi l'empreinte carbone ici de cet exemple, par exemple, sur un ordinateur. Je vous ai remis ici le détail de l'ADEME, donc qui estime que c'est 156 kg de CO2 par ordinateur, dont les émissions sont réparties ici sur les différentes étapes du cycle de vie. Et on voit en fait que la plus grosse partie de l'empreinte carbone est liée à l'extraction de matières premières et qu'une partie non négligeable est liée au transport, mais au grand transport international du lieu de fabrication vers le lieu de vente. Donc globalement, ce transport de l'Asie vers nos marchés. Transport en avion. Si on regarde maintenant l'EcoInvent, ça c'est une autre base de données où là, ils estiment à 170 kg de CO2 par ordinateur, donc on est relativement similaire. Et alors, j'ai été voir dans le bilan carbone d'Apple, et ils publient ici leurs différents empreintes carbone par produit. Et en fait, on voit qu'on a des empreintes carbone similaires. Si on regarde un MacBook 14 pouces avec la puce M3, on est ici à 200 kg de CO2, mais ça va de 135 de ce que je vois là jusqu'à 348. Voilà. Ça dépend après des spécifications. Donc, on est dans ces ordres de grandeur-là. Maintenant, la question en fait qu'on se pose, et c'est là que j'en reviens à la création de valeur à la fois économique et à la fois environnementale. Souvent, on se dirige vers des discussions liées au reconditionnement, liées au réemploi, liées au recyclage. Et c'est là où je vais passer la balle à Olivier, c'est que quand on connaît tout ça, quand on connaît tout le périmètre, la façon dont on mesure l'empreinte carbone, là où sont émises les émissions, etc., quel est le gain que l'on peut avoir si on fonctionne à un niveau local, en circuit fermé, pour reconditionner, pour recycler les produits informatiques. Et c'est là la question que j'ai posée ici, combien remplacer, combien réparer? Parce que finalement, si je remonte vite fait ici, regardez où sont émises les émissions, c'est finalement très en amont de la chaîne de valeur. Donc, c'est là où il y a tout un intérêt de penser à ces logiques d'éco-circularité, et parce que ça a un véritable impact économique et environnemental. L'impact environnemental, je peux déjà vous le dire, en général, le reconditionnement d'un produit va permettre de pouvoir réduire en moyenne de 60 à 90% les émissions de CO2. Par rapport à l'impact économique et la valeur que ça peut créer,
je vais passer la balle à Olivier pour pouvoir vous en dire un peu plus. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très clair, enfin, je crois. C'est le J'espère. moment des questions. Si l'audience a des questions, n'hésitez pas à utiliser le module ou à lever la main, comme vous voulez. Je pense que tu as été très, très clair. On a pris un exemple d'un produit informatique, hein, bien sûr, parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'un IoT, parce que c'est souvent des sociétés qui font des IoT chez nous, donc des produits électroniques qui contiennent à la fois du hardware et du software et qui sont dans un emballage de type boîtier, avec des composants. Voilà. Donc, c'est ce qui correspond le plus et qui souvent se connecte aussi au cloud. Enfin, bon, bref, il y a des similitudes évidentes. S'il n'y a pas de questions, je passe la main à Olivier. Alors, voilà. J'espère avoir ton aisance, Frédéric. Je n'ai pas rompu à l'exercice, mais je vais essayer d'être aussi clair que toi. Merci. De présentation. Est-ce que l'un... C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, très bien. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Espagnac, fondateur de l'entreprise adaptée EVA, implantée à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Merci Actantis pour l'organisation de ce webinaire qui, voilà, évidemment, nous touche évidemment. Merci Frédéric pour cette intervention qui pose à mon avis bien le cas de la démarche carbone dans l'IT. Et là, on est en bout de chaîne. Après la conception, tu l'as dit, après l'achat, après l'usage, vient le moment de donner une seconde vie à cet équipement ou de le recycler de manière intelligente. C'est là, à mon sens, que les entreprises peuvent agir concrètement et rapidement, effectivement, sur leur empreinte carbone. Alors, qui sommes-nous? Qui est EVA? EVA est une entreprise, mais évidemment une entreprise un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle une structure de l'économie sociale et solidaire, qui a un double agrément. L'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, et l'agrément entreprise adaptée. Une entreprise adaptée est une entreprise qui emploie majoritairement des personnes en situation de handicap et qui permet à ses collaborateurs d'exercer une activité professionnelle adaptée à leurs particularités. Chez EVA, on est spécialisé dans la logistique et la gestion des déchets électroniques avec une triple expertise. Une expertise sur la maintenance, la réparation et l'entretien des équipements, principalement informatiques. On a aussi une expertise dans le reconditionnement des ordinateurs et on revend aujourd'hui des équipements informatiques reconditionnés, principalement aux personnes aux structures les plus éloignées du numérique, mais pas que. Aujourd'hui, toutes les personnes ou les structures qui veulent rentrer dans la démarche et qui veulent avoir donc une vraie impact. Et puis, on est aussi spécialisé dans le recyclage des déchets électroniques. Nous, pas de déconstruction, j'y reviendrai après, enfin pas de broyage, pardon, plutôt de la déconstruction manuelle et surtout du recyclage en local. Nos équipes, elles sont composées effectivement de personnes en situation de handicap, mais ce sont des personnes formées, expérimentées. C'est du personnel technique et du coup, nous combinons l'inclusion et l'efficacité. Pourquoi on dit que le réemploi est un levier carbone majeur? Alors, tu as déjà donné des chiffres, Frédéric, mais je vais les reprendre. Tu l'as bien montré. On dit aujourd'hui que la fabrication d'un ordinateur portable, si j'ai bien compris ton tableau, on est à peu près 185 kg de CO2 d'émission. On ne parle pas de l'usage. Sur ta slide, on évalue à peu près aussi à 156 kg de CO2 l'usage, ce qui fait que aujourd'hui, par effet rebond, chaque PC qu'EVA reconditionne évite un peu moins de 400 kg, enfin c'est 400 kg d'économie carbone.
contrairement à d'autres filières, on peut dire que l'action de reconditionnement, elle est immédiate, elle est locale pour nous, elle est traçable et finalement, il n'y a pas d'innovation complexe à mettre en œuvre. C'est une vraie solution de terrain. C'est pas une promesse, c'est pas voilà, c'est pas de l'hypothétique, c'est du concret, c'est du réel. Je vais vous donner quelques exemples. L'idée est pour moi d'être vraiment très pragmatique et que vous puissiez vous projeter avec des choses vraiment concrètes. Qu'est-ce qu'on a mis en place chez Eva? Alors déjà, évidemment, pour notre propre usage, vous en doutez bien, il n'y a pas un seul équipement qu'utilise notre entreprise qui est neuf, qui a été acheté en neuf. Aujourd'hui, l'effectif d'Eva, c'est 10 ETP, on a du personnel administratif, on a du personnel technique, on a du personnel commercial, tout ce qu'on utilise, que ce soit l'informatique, mais aussi la téléphonie, que ce soit l'impression, que ce soit nos serveurs de déploiement, que ce soit nos NAS, tout est de l'équipement reconditionné. On a même poussé jusqu'au mobilier, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est pour montrer que dans la démarche, il y a des choses qui sont voilà, très faciles à mettre en place. Et après, dans l'usage, je ne vais pas m'étendre dessus, mais évidemment, on est aussi vigilant à tout un tas de choses. On utilise voilà, les logiciels légers, open source, on pratique au maximum la sobriété numérique, l'effacement des mails, voilà, c'est pas le sujet, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre que dans la démarche, on essaye de lier la partie matérielle et à la partie utilisation. La boucle locale de réemploi, évidemment, ça c'est notre activité. Notre activité de base, c'est la récupération des flux. Alors là, on focalise effectivement aussi sur l'informatique, mais on a élargi bien plus à tout ce qui touche de près ou de loin à l'électronique. Mais l'idée est bien de faire une boucle vertueuse, d'aller récupérer les équipements ou de les recevoir ici sur notre site. Et après, par nos process technique d'aller sur le reconditionnement ou sur la déconstruction avec une redistribution la plus locale possible. Et en tout cas, l'objectif, c'est bien d'allonger la durée de vie des équipements et de décaler le plus possible l'achat du neuf. Soyons aussi très pragmatiques. Il ne peut pas y avoir de reconditionné sans neuf. Donc, l'idée n'est pas de militer contre l'achat du neuf, mais bien de régler le curseur et bien aussi d'être en phase avec les besoins et l'utilisation. Concernant le recyclage et la massification matière, le principe de notre partie recyclage, on est bien dans la déconstruction manuelle des équipements. Chez nous, il n'y a pas de broyeur, il n'y a pas d'incinération, comme tu disais Frédéric tout à l'heure, ou pas d'autres traitements. On fait de la déconstruction manuelle déjà parce que il y a des gens derrière, donc c'est de l'humain. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir un tri et un affinage le plus précis possible. La déconstruction manuelle, elle nous permet d'affiner les plastiques, les PCB, les câbles, les métaux, tu l'as dit tout à l'heure. Tout ça pour faire une meilleure valorisation matière. Ça fait partie du modèle économique d'Eva, mais aussi pour optimiser par rapport aux filières qui vont reprendre ces matières et pour faciliter en fait le retour aux matières premières. Donc, il y a plus d'extraction utile. L'idée est bien de pouvoir refournir de la matière première et pas, d'éviter en tout cas, dans sa grande majorité, qu'elle soit extraite du sol, comme tu le disais tout à l'heure. Pardon, j'avais une petite... vous voyez toujours mes slides? Oui. Oui, pas de souci. C'est bon pour vous? Alors, pardon, c'est moi, c'est de mon côté, c'est pas très grave, je crois que j'ai des petits problèmes de réseau. Je voulais vous donner un exemple concret de partenariat qu'on mène aujourd'hui et du coup qui sort un peu de l'informatique pure et c'est volontaire. C'est pour essayer aussi d'ouvrir le champ des possibles. On mène aujourd'hui un partenariat avec Unistellar, qui est une startup innovante en photonique qui fait des télescopes intelligents. Au départ, un peu éloigné de notre cœur de métier, puisque nous, principalement, c'est l'ordinateur. Et aujourd'hui, Unistellar est venu nous chercher pour notre double capacité. Déjà parce que eux ont
une première volonté, c'est de créer une gamme pour vendre des produits reconditionnés, donc qui veulent augmenter leur source de vente. Donc, ils arrivent par le biais économique. Et derrière, ils viennent chercher chez nous notre capacité technique à reconditionner leurs produits. Donc, ils nous confient leurs produits qui sont retournés par les clients et sur un process technique sur un cahier des charges défini. Voilà, on a tout un process du contrôle qualité jusqu'au produit final qui permet à Unistellar de pouvoir vendre leurs équipements reconditionnés avec toutes les garanties de fiabilité et de garantie commerciale obligatoires. Et ils viennent chercher aussi notre capacité à recycler justement les matières. Donc, en faisant appel à une structure comme la nôtre, il prouve que on peut dire qu'un acteur de la tech innovant peut s'appuyer sur une structure de l'ESS pour agir sur sa trajectoire carbone. Ils sont effectivement aujourd'hui heureux d'avoir trouvé la partie économique, la partie écologique et la partie sociale, du coup, ce qui leur permet évidemment de communiquer. Et voilà, on peut aussi faire ce genre d'action-là sans être une multinationale, en étant aussi dans un dimensionnement humain. Je ne sais pas si je peux me permettre de délivrer ça, mais en tout cas, si j'ai 2-3 messages à faire passer, c'est que effectivement, que ce soit les startups du numérique, du photonique, du hardware, moi, je suis convaincu que l'idée, c'est pas de commencer par les calculs, mais bien par les gestes simples. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans les quelques slides que je vous ai présentés. L'empreinte matérielle, c'est un levier carbone, évidemment, mais c'est aussi un levier RSE, c'est un levier RH, c'est une image, on va bien au-delà juste de la notion hardware. Et alors, cette phrase est devenue commune, mais elle est tellement juste. En fait, l'ordinateur le plus écologique aujourd'hui, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Même si je vous ai dit tout à l'heure que, évidemment, il fallait du neuf pour faire du reconditionné. Mais voilà, il y a aujourd'hui tout un panel de leviers que l'on peut activer pour qu'on puisse aller dans le bon sens. J'en terminerai. Eva est prête à travailler avec vous. On a rejoint le réseau Actantis depuis peu parce qu'on sait que voilà, il y a tout un tas de structures qui sont dans cette phase de réflexion. L'idée pour nous est d'être présent pour conditionner sûrement. Ça, c'est ce qu'on sait faire pour recycler aussi, mais aussi pour construire des solutions adaptées. Ce qu'on a fait avec Unistellar, on l'a mis en place avec eux. On a mis en place un cahier des charges, on a formé nos collaborateurs et aujourd'hui, c'est une action qui est très impactante. Donc, on est prêt à le faire avec d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si il y a des besoins, des idées. En tout cas, vous savez maintenant que Eva existe et que on peut être une vraie solution. Désolé, j'ai peut-être été un peu maladroit sur certaines choses, mais je suis à votre disposition pour les questions. Pas du tout, Olivier, je ne pense pas. Tu exprimes qui tu es, ce que tu fais. Et clairement, quand j'ai vu le schéma de Frédéric, OK, au début, on va importer des matériels, tout ça, c'est importé. Hein, les terres rares, on n'en a pas forcément, même si on en a quelques-unes, il faut les extraire et on ne peut pas le faire en France. Tout ça, on peut, à la limite, peut-être pas s'en passer sur le matériel, hein, sur le hard pur. Mais à la fin de l'histoire, j'ai aussi retenu qu'il y avait du transport. Si on voulait renvoyer tous nos déchets, je ne sais pas moi, à 5 000, 10 000 kilomètres, il y a du transport. Et donc, c'est dans c'est dans le scope, ça rentre dedans. Donc, si on veut faire du local, plutôt que de renvoyer, on gagne, je pense, déjà pas mal de crédits, si j'ose dire. Et finalement, ce qu'on ne sait pas encore tout à fait bien faire au début, parce qu'on est toujours encore dépendant, hein. Peut-être qu'on s'orientera vers un monde où il n'y a plus de hardware, c'est possible aussi. Hein. Mais en attendant, il y a beaucoup de hardware qui circule, qui a été fabriqué.
si on peut déjà réduire ce qui se passe à la fin, à mon sens, c'est économique, écologique, et comme tu disais, Frédéric, aussi, tout ça, ou toi, Olivier, c'est que du bon sens. Et on peut le faire. Il n'y a pas d'obstacle à ça. Donc, moi, j'encourage toutes les sociétés du pôle qui font du hardware à l'envisager sur la fin de vie, en tout cas, sur le reconditionnement ou, comment on appelle ça, le désassemblage, puisque quelquefois, on ne va pas reconditionner. Ok, super. Est-ce qu'il y aurait des questions éventuellement où tout était extrêmement limpide? Si vous voulez les contacts également, n'hésitez pas, on vous les donnera, hein, d'Olivier, de Frédéric, sans aucun souci. Voilà. S'il n'y a pas d'intervention ou de questions, on va peut-être clôturer à ce moment-là, sauf si vous avez un petit mot de la fin, Frédéric ou Olivier, sur les encouragements qu'on peut continuer de donner aux boîtes, quoi. Bah, moi, mon petit mot de la fin, c'est, et je pense que ça rejoint un peu le message d'Olivier, c'est, je dis toujours à mes clients, start small, but start. C'est démarrer petit, mais démarrer. Et c'est là qu'après, qu'on découvre des petits bénéfices, et puis une envie, et puis les budgets se débloquent, et puis, ah, ben tiens, tel client a vu que je faisais ça, il trouve ça super cool, il a re-signé derrière. Donc voilà, il y a beaucoup de valeurs. La décarbonation n'est pas un centre de coût. C'est probablement le plus gros axe de création de valeur pour les prochaines décennies. Et il faut pouvoir l'intégrer ça au niveau stratégique. Et ceux qui seront les plus forts demain seront ceux, je pense, qui l'auront compris aujourd'hui et qui font les efforts pour l'intégrer dans leur processus et dans leur stratégie. Voilà, ça, ce serait mon petit mot de la fin. Est-ce que Olivier, tu veux? Oui, je complète très juste. Il n'y a pas que la course à l'innovation. Effectivement, aujourd'hui, on peut faire des choses concrètes, même des petites choses. Voilà, tu l'as dit, Frédéric, il faut commencer par quelque chose. Les gouttes d'eau font les grosses rivières. C'est aussi très connu. Donc voilà, on peut mettre des choses en place de manière très concrète, très facile, et un pas après l'autre. Super. Et je dirais en conclusion aussi, n'oubliez pas que vous êtes dans la chaîne de valeur de quelqu'un. Toujours, toujours, toujours. L'économie, elle est liée. Tous les acteurs sont liés. Donc, quand vous avez un impact, eh bien, vous êtes aussi celui qui a de l'impact pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours pareil. Chacun va demander à son fournisseur, son partenaire, de travailler au mieux. Et c'est la chaîne entière qui doit fonctionner. Et donc, jamais oublier, effectivement, qu'on est un petit quelque chose de quelqu'un d'autre à chaque fois. Il y a une petite question, juste j'en profite, c'est Michel qui pose cette question. Est-ce qu'il y a des entreprises comme Eva en Occitanie, Olivier? Est-ce que vous avez un concurrent ou un partenaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en Occitanie? Alors, des structures de l'économie sociale et solidaire qui ont globalisé toute la filière, c'est-à-dire de reconditionnement, de maintenance et de recyclage, vous n'en trouverez pas sur le territoire français. Vous trouverez des grosses structures qui se sont spécialisées soit sur la partie déchets, soit sur la partie vente et reconditionnement. Mais en tout cas, d'avoir un acteur unique, vous n'en trouverez pas. Et il n'est pas prévu d'avoir un Eva bis? Oui, aujourd'hui, l'idée, alors, et encore une fois, c'est pas le sujet, mais de réfléchir aussi sur, nous, on est très vigilant à notre impact, la nôtre aussi sur notre impact en termes de récupération des équipements, voilà, donc il y a tous ces calculs à mettre en place. Aujourd'hui, on est situé à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. On vient d'ouvrir un établissement dans le Vaucluse, à Avignon. Donc oui, mais aujourd'hui on sait faire, hein, on sait sortir des murs, on sait travailler sur la région sud. L'idée après, voilà, de le faire de la manière la plus intelligente possible. Mais voilà, on est prêt à réfléchir ensemble. C'est ce que je vous ai dit aussi, donc ça peut faire partie des sujets, pas de souci. Ok, super, parfait. Très bien, merci beaucoup pour vos interventions. Et puis, à très bientôt. Les participants auront un petit questionnaire automatique qui leur arrivera. Si vous pouvez le compléter, ça nous permet de faire mieux la prochaine fois.
Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci Olivier, merci Frédéric. Merci Stéphanie. Au revoir Olivier. Merci Stéphanie. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.